François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu embarrassé en ce moment, François-Xavier? Parce que depuis 5 ans, vous militez pour les actions européennes avec énergie et un peu, même beaucoup à contre-courant, en disant le consensus de marché est trop pessimiste, il verse dans la déprime et il n'y a pas de quoi. Or, depuis quelques mois, la tendance est complètement inversée. On a un consensus de marché qui est très optimiste, notamment en ce qui concerne la zone euro. Et on le sait, quand sur les marchés, le consensus haussier prédomine, eh bien, on approche des ennuis. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné aux entournures? Oui, et ça nous a conduit à reposer toute la question du scénario depuis plusieurs mois. Nous sommes beaucoup réunis. Effectivement, c'est la première fois depuis très longtemps que nous avons à gérer l'optimisme ambiant. Et c'est un défi. Il y a deux questions qu'il faut se poser dans ce genre de contexte. Première question, l'optimisme est-il justifié? Et deuxième question, tout n'est-il pas dans les prix? Alors, est-il fondé cet optimisme? Cet optimisme semble tout à fait fondé dans la mesure où, effectivement, aujourd'hui, vous voyez la reprise économique dans la zone euro arriver de secteurs qui étaient quasi morts et qui ont été détruits par la déflation. La construction, la finance, les banques, et puis les pays du Sud, l'Italie qui renaît. L'Espagne, ça faisait déjà un petit moment. La France aussi. La France, qui était vraiment l'homme malade de l'Europe. Même en Grèce, on a des frémissements. Donc il y a quelque chose qui se passe au cœur de la déflation européenne et qui surprend énormément à la hausse. Alors, moins notre scénario que le consensus, mais quand même nous, ça nous surprend. Donc cet optimisme, nous sommes totalement justifiés par une croissance économique qui est suffisamment large aujourd'hui pour être, je pense, soutenable. Oui, mais alors, pour qu'on illustre bien ce changement de pied d'une bonne partie de la communauté financière, voici un graphique que vous nous avez apporté et qui témoigne de la variation d'attente des économistes en ce qui concerne la croissance de la zone euro. Et on voit que les attentes étaient au plus bas juste après le vote du Brexit. Et puis petit à petit, elles sont remontées graduellement. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, elles se situent même à des niveaux qu'aucun économiste n'osait espérer il y a encore de cela quelques mois. Voilà, quelques mois. Donc, est-ce que ce n'est pas un témoignage, justement, d'une euphorie qui commence à être un peu déplacée? Alors, ce n'est pas une euphorie, c'est plutôt la fin d'un déni. Comme je le disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait des sources de croissance qui n'étaient pas là avant, France, Italie, etc., c'est ça qui conduit à cette hausse du consensus. Et au fond, cette hausse du consensus, elle a été un peu contre le gré des économistes qui ont été surpris et qui continuent, à mon avis, la croissance pourrait même être un petit peu supérieure aux 2,1% qu'il prévoit aujourd'hui. En revanche, ce qui est fait n'est plus à faire, c'est-à-dire qu'on est passé grosso modo de 1% d'anticipation de croissance à un peu plus de 2%, et c'est vrai qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin que cela. Donc cette dynamique porteuse est derrière nous. C'est pour ça qu'il faut gérer les portefeuilles autrement, on en parlera. Alors, la dynamique porteuse est sans doute derrière nous, vous le dites, mais qui plus est, on peut s'interroger quant à la valorisation des actions, parce qu'elles ont très très bien performé, nonobstant le petit décrochage du mois d'août, enfin de cet été. Alors, aujourd'hui, est-ce que cet optimisme n'est pas trop bien payé? Oui, est-ce que tout n'est pas déjà dans les prix? C'est la question. Donc il faut regarder les deux secteurs de marché qui sont très sensibles au potentiel d'euphorie et de complaisance des investisseurs par rapport à cette renaissance de la zone euro, dont on voit avec la Catalogne, avec les élections en Allemagne, qu'elle n'est pas parfaite. Il y a quand même des grains de sable. Alors, le première partie, c'est le marché obligataire, les marchés souverains, c'est-à-dire la dette portugaise, la dette italienne, la dette espagnole. Est-ce que les investisseurs continuent de réclamer une prime de risque suffisante pour ces pays, ou est-ce qu'on est revenu au mythe, vous savez, de l'Euroland, où on était avant la crise de Lehman, où les gens payaient le même prix des obligations italiennes, grecques et allemandes? Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de complaisance. Ce qu'on appelle les différentiels de taux d'intérêt sont encore très importants, à peu près aussi importants que quand la BCE a commencé son quantitative easing. Donc, vous voyez que malgré toutes les bonnes nouvelles qu'on a eues, la révision à la hausse
de l'inflation et surtout de la croissance, eh bien, on a toujours cette prime de risque très très forte. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de complaisance des investisseurs. Il y a au contraire un stigma sur les dettes souveraines, alors que les investisseurs se précipitent pour acheter des obligations d'entreprise à 10, 20 points de base au-dessus de l'Allemagne. Donc il y a toujours une forme de défiance. Il y a une défiance. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a du potentiel et que c'est quelque chose qui va nous protéger en cas de coup dur, parce que déjà dans les prix, il y a un peu de pessimisme. Alors, du potentiel en ce qui concerne les obligations souveraines périphériques, mais aussi les actions de ces zones-là. Donc là, les actions, ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est la partie où les investisseurs sont le plus allés, qui sont les petites et moyennes capitalisations de la zone euro. C'est là où il y a eu le plus d'enthousiasme depuis 2-3 ans. Donc il faut vérifier la valorisation. Que constate-t-on? Aujourd'hui, le ratio cours-bénéfice, le fameux PER, est à peu près à 16 sur les petites et moyennes capitalisations. C'est assez élevé historiquement. Ce n'est pas délirant, mais c'est assez élevé. Bien, il faut savoir qu'il y a 3 ans, en 2014, au moment de la crise russe-ukrainienne, avec un scénario et un pessimisme très fort, on avait 16 aussi. Donc ça veut dire que les entreprises ont extrêmement bien performé et que leurs profits ont explosé. C'est un boom des profits, ce n'est pas un boom de valorisation qu'on a vu. Et ça, c'est très intéressant. C'est un peu comme le cas des GAFA aussi. C'est-à-dire que vous voyez une zone de très forte croissance des profits, due au fait que beaucoup de petites et moyennes capitalisations ont fait l'effort de se désendetter et de baisser leurs points morts pendant la récession. Certaines sont mortes, donc elles ne sont plus dans les indices, elles ne sont plus dans le marché. Celles qui ont survécu, elles, à partir de 1% de croissance dans la zone euro, elles génèrent énormément de profits. Donc à 2, vous imaginez. Bon, ce qui nous ramène à la croissance, parce que vous l'avez dit, cette croissance ne va pas forcément perdurer, cette croissance de 2%. Oui. Or, à 2% de croissance, eh bien, en effet, les profits de ces entreprises ont explosé. Est-ce que ça ne signifie pas, puisque cette croissance à 2% n'est pas tenable indéfiniment, même à plus ou moins brève échéance, qu'on a mangé notre pain blanc avec justement toutes ces entreprises, et notamment les petites et moyennes capitalisations? Oui. Alors je pense que d'abord, la croissance à 2% dans la zone euro peut se maintenir pendant encore 2 ans. Ça, ce n'est pas le consensus. Ça, c'est l'optimisme. Voilà. C'est pas tellement optimiste par rapport aux chiffres actuels, qui sont plutôt supérieurs à 2, mais légèrement optimiste par rapport au consensus de prévision, qui prévoit plutôt un retour vers 1,5. La croissance potentielle en zone euro étant effectivement plus proche de 1 que de 2. Mais il y a tellement de rattrapage à faire. Je parlais de la France, de l'Italie. Vous avez vu les taux de chômage encore en France et en Italie? Ils sont extrêmement élevés. Il faudra encore beaucoup de croissance au-dessus du potentiel pour commencer à respirer sur beaucoup de zones. Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup de potentiel, d'autant que la Banque centrale européenne, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, est toujours insatisfaite du niveau d'inflation de la zone euro, dont on voit qu'il est pressé à la baisse toujours par des politiques budgétaires assez restrictives, on le voit en France, des politiques de marché du travail qui sont restrictives aussi, on le voit en France aussi. Donc il n'y a pas, au contraire, de politique économique hors la politique monétaire qui aille dans le sens de la reflation. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que l'équilibre croissance, taux d'intérêt exceptionnel que vous voyez aujourd'hui, il est probable qu'il perdure. Il est probable au mieux. Il ne s'améliorera pas. Ça, c'est vrai. C'est un point. Si je résume bien votre pensée, étant donné que les politiques ne font pas ce qu'il faut au plan budgétaire pour assurer la relance généralisée de l'économie de la zone euro, la Banque centrale européenne va continuer à se substituer à eux en alimentant... Je ne sais pas ce qui est bien ou mal là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où la politique budgétaire est restrictive ou neutre, et que les politiques du marché du travail vont dans le sens plutôt d'une espèce de dévaluation interne, nécessairement, ça c'est relativement déflationniste et ça doit être compensé par des mesures monétaires exceptionnelles. D'où l'idée que ce cocktail magique pour les actions va perdurer. Bon, on est tout de même dans un environnement beaucoup plus complexe, François-Xavier. Donc, votre pari tranché qui était, il y a encore quelques mois, les actions européennes à tout crin, il a un peu vécu. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Voilà, c'est très juste. En fait, ce qui a vécu, c'est de gérer d'une manière très concentrée sur un thème. Ça a été notre objectif et notre façon de gérer pendant 5 ans. Aujourd'hui, l'année 2017, c'est une année de changement pour nous, c'est une année d'adaptation. Et cette adaptation ne nous conduit pas à vendre, ce n'est pas du tout notre analyse, vous l'avez compris, mais nous conduit à diversifier les différents paris que nous faisons
Bien sûr, nous restons exposés à la relance en France, en Italie, dans la construction, dans les financières, mais nous faisons aussi d'autres paris. Nous diversifions. Par exemple, les entreprises européennes qui sont en train de bénéficier du retour de la croissance dans certains pays émergents, Brésil, Russie et la solidité de l'Asie. Ça, c'est très important d'être à l'aise avec ça. Nous sommes de plus en plus à l'aise. Et puis dans le secteur de la numérisation, où nos portefeuilles ont beaucoup investi depuis plusieurs années, là, l'optimisme ambiant aussi que vous sentez de votre côté, eh bien cet optimisme, il doit être mesuré, et donc nous sommes devenus beaucoup plus sélectifs dans cette partie du marché. Donc plus de sélectivité et une diversification des thèmes d'investissement. C'est ça. Et plus de flexibilité aussi dans le taux d'exposition de nos fonds flexibles. Oui, il faut être beaucoup plus réactif aujourd'hui Beaucoup qu'hier. plus, oui. François-Xavier, merci. Merci.